Salutations à vous tous, amis téléspectateurs, et merci d'être nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission Gasco News. Je m'appelle Kizunga de Galilée. Pour ce numéro, je vais dire aujourd'hui, je reçois l'une des autorités congolaises, donc un homme politique de notre pays, actuellement indépendant, que nous connaissons tous bien. Il s'agit bien sûr de M. Kabassou Babou Katulondi, ancien gouverneur de la province du Kasaï occidental, qui fut en exercice au mois de mai 2011 et 2012. Bonjour M. Kabassou. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Nous allons en fait aller juste en besoin pour décortiquer le livre qu'il vient d'écrire. M. Kabassou Babou Katulondi est originaire de la province du Kasaï occidental, en République démocratique du Congo, né à Kananga, le Gabour, à l'époque, le 6 septembre 1961, grandi à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa. Il a fait l'école primaire et secondaire à Kinshasa. Il a obtenu son premier diplôme universitaire à l'ISE Gombe, option sciences commerciales et financières. Il a obtenu une licence en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi, dans la province du Katanga, doctorant en sciences politiques à l'université de Johannesburg, en Afrique du Sud. L'homme politique congolais est actuellement auteur de plusieurs ouvrages, respectivement Crise et Renaissance politique au Congo, Exploration à la lumière et l'expérience d'Afrique du Sud, A Plurality for Successful Transition in the Congo 2002, L'impératif de la Raman, Reconstruction, Accélération par Action multipartite 2005, Kinshasa, la dernière explosion n'aura pas lieu, roman futuriste 2006, Joseph Kabila et la reconstruction réinventrice du Congo, défis et prospectives 2010, The Making of the Congo, State in the USA, A Forgotten Story, et New Project 2012, et le dernier ouvrage auquel nous allons décortiquer tout à l'heure, qui s'intitule, donc ce livre ici que vous voyez, Papa Jean-Marie Ouro-Ango, ce livre ici que vous voyez, qui est intitulé Gouverner une province dans les griffes du régime kabiliste, ou bien Gouverner une province en République démocratique du Congo dans les griffes du régime kabiliste, entre parenthèses, entre guillemets, la province du Kasaï occidental. Alors, par curiosité, une question par curiosité, avant d'entrer et décortiquer le livre, parce que nous sommes ici pour le livre, nous vous connaissions en tant qu'une personnalité influente au sein du RCD, et du coup, nous vous avions vu au PPRD, et aujourd'hui vous êtes indépendant. Ça veut dire que vous n'appartenez à aucune plateforme politique. Est-ce que... Que voulez-vous dire par là? C'est un langage politique? Voulez-vous... Non, mais disons, je suis indépendant. J'ai sorti une lettre ouverte dans le journal Les Potentiels qui indique que je suis en disjonction, en rupture avec la majorité et avec le PPRD. En fait, je n'ai jamais adhéré au PPRD de manière procédurale, je veux dire, avec un mécanisme administratif, des formulaires, etc., etc. Et donc, comme vous l'avez dit si bien, j'étais secrétaire général du RCD. Je suis parmi les rares Congolais, peut-être le seul Congolais de ma génération, à avoir été secrétaire général d'un parti politique de l'envergure du RCD, d'abord militaro-politique, puis parti politique après. Mais je dois préciser, monsieur le journaliste, que en 2008, j'ai démissionné du RCD, puis il n'y avait pas de conflit, c'est pour des raisons purement techniques, parce que j'avais eu un travail dans un organisme international, Electoral Institute for the Sustainability of Democracy in Africa, EISA, au Tchad, qui travaille avec l'Union européenne, donc je devenais un expert international dans ce projet de la gouvernance de partis politiques, de renforcement de capacité de partis politiques au Tchad, et donc techniquement je ne devais pas appartenir à un parti politique, je devais être neutre. C'est pourquoi j'avais démissionné du RCD en 2008. Donc je n'ai pas quitté le RCD immédiatement pour aller dans un autre parti politique, je suis devenu un technocrate international. C'est après, en 2011, qu'on m'a demandé si je pouvais être candidat gouverneur. Bon, j'ai accepté, et de manière tout à fait incidentielle. Qui vous a demandé? L'actuel secrétaire général du PPRD, et donc de manière incidentielle, j'ai été associé, je dis bien de manière incidentielle, j'ai été associé au PPRD, parce que je n'ai jamais rempli un formulaire pour faire partie de ce parti politique-là. Donc je pense que c'est une précision qui vaut son pesant d'or. Mais par ambition politique,
ne voulez-vous pas créer un parti politique? Non, je n'ai pas du tout l'intention. Ou bien rejoindre un parti politique. Vous l'avez dit, je suis doctorant en sciences politiques. Je suis expert international en gouvernance des partis politiques. Il n'y en a pas beaucoup au Congo. Et j'ai travaillé avec l'Union européenne justement sur base de cette expertise-là. Je respecte les partis politiques. Les partis politiques sont des structures d'avant-garde dont la dynamique des transformations sociétales. Donc, il faut prendre un parti politique au sérieux. Il ne faut pas créer un parti politique comme ça, de manière, comme on dit, à l'Ingala Yimbele. Donc, il faut bien réfléchir. Les partis politiques, c'est une entité, c'est une structure très sérieuse qui ne peut pas être créée comme ça par aventure ou par opportunisme. Voilà, en lisant seulement le titre de ce livre, c'est un nouveau ouvrage, Gouverner une province en République démocratique du Congo dans les griffes du régime kabiliste. Il y a une pensée cachée Non, la pensée, il n'y a pas une pensée cachée, c'est une politoscopie, c'est une analyse politologique qui en fait intègre les dysfonctionnements, les déficits, les fécondités en fait de notre système de décentralisation dans un cadre théorique que j'appelle le patrimonialisme, qui est un cadre théorique, si vous voulez, un référent conceptuel très connu par tous les politologues sérieux et par la plupart des gens qui sont passionnés par ou qui font les sciences sociales. Et dans les griffes du régime kabiliste, c'est pour démontrer simplement que c'est un régime qui se distingue d'abord par son irrationalité, qui se distingue également par son manque d'humanisme, un régime qui se distingue également par le manque de considération, non seulement par rapport aux citoyens, à travers la grave injustice distributive qui fait que les populations, de manière générale, sont plongées dans une misère déshumanisante, comme je l'ai toujours dit, et ce que j'ai vu, j'ai tâté du doigt dans tous ces villages, dans tous ces secteurs, dans tous ces territoires, et donc les concepts ou la notion ou la métaphore griffe du régime kabiliste démontre justement que c'est un régime qui sert, aussi qui compresse la population, mais également les acteurs politiques dans son système d'étau, et notamment et particulièrement les acteurs politiques qui ne fonctionnent pas selon les logiques de ces régimes-là. En lisant déjà dans l'avant-propos, il y a un paragraphe ici, je dois déjà lire ça, même sur le plan national, nous ne parvenons pas à avancer de manière fulgurante parce que nous ne sommes pas encore parvenus à élucider la quintessence de notre crise politique dans la totalité de sa dimension anthropologique. Croyez-vous vraiment que la CENI, donc la Commission électorale nationale indépendante et la Cour suprême de justice peut être persuadée par cette pensée qu'il n'y a pas d'avancée politique au Congo? Non mais écoutez, il n'y a pas d'avancée politique, ça c'est clair, c'est limpide, parce que bon, regardez comment on tâtonne de manière d'ailleurs très humiliante pour nous comme nation, avec les fameuses concertations nationales qui ont accouché d'une souris. Et donc quand vous parlez de la Cour suprême de justice, elle est très corrompue, la CENI elle est fondamentalement instrumentalisée, et la Cour suprême et la CENI opèrent dans ces systèmes patrimonialistes et ne peuvent que souffrir, comme dans une loi des transitivités, si A égale à B, B égale à C, donc A égale à C, et donc comme par une loi de transitivité qui souffre et donc de pathologie de l'autocratie kabiliste, ça veut dire la super concentration de pouvoir au niveau du président de la République pour des fins d'accumulation. La Cour suprême, c'est des fins d'accumulation. La CENI, c'est des fins d'accumulation. On connaît tous les acteurs qui ont été à la tête de la CENI et qui ont opéré dans la CENI, c'est à des fins d'accumulation, mais également à des fins du maintien du système hégémonique, l'hégémonie kabiliste. Et donc, si j'ai dit que c'est la crise est anthropologique, la crise est sociétale, la crise, je dois le dire, parce qu'il faut faire preuve d'un niveau de transcendance intellectuelle pour voir que la crise est lucidée, en fait, la dimension fondamentale de la crise ne se réduit pas à Joseph Kabila, ne se réduit pas à la CENI. La crise est sociétale, c'est la crise de l'homme congolais dont son élan de transformer, de se maîtriser lui-même, de maîtriser sa société, de maîtriser son environnement et de transformer son environnement pour créer des richesses nouvelles. La crise se situe à ce niveau-là. Et pour les politologues, ils savent, dans les livres que nous avons publiés ici en Afrique du Sud d'ailleurs, parce que nous sommes l'élite politique de la diaspora congolaise en Afrique du Sud d'avant-garde depuis les années 90, depuis le début des années 90, parce que nous sommes la génération ayant été témoin oculaire, n'est-ce pas, de la prise du pouvoir de l'ANC, de la libération de Mandela, etc. Et donc nous avons sorti ce livre en 2000, et nous disions là-dedans que la crise a plusieurs dimensions.
une dimension spirituelle, la crise a une dimension symbolique, identitaire, la crise de légitimité, mais également la crise de distribution. Donc, toutes ces facettes. Tant qu'il n'y a pas des élites, tant qu'il n'y a pas un leadership, des transformations, des transsubstantiations, qui comprend les 5 dimensions de cette crise congolaise et déploie suffisamment d'énergie à la fois spirituelle et intellectuelle pour pouvoir répondre à ces 5 dimensions de la crise, nous allons tourner en rond comme nous le faisons. Et je suis convaincu que Joseph Kabila et les pseudo-élites qui sont autour de lui n'ont pas suffisamment d'ouverture ou de sensibilité spirituelle, intellectuelle et morale et idéologique pour cerner en fait les 5 dimensions quintessentielles de cette crise. La dimension spirituelle de la crise politique congolaise s'exprime en quel terme? En termes d'absence d'amour vis-à-vis de l'autre. Vous ne pouvez pas réaliser la démocratie démos chez les Grecs. Dans la mystique de la démocratie chez les Grecs, on parlait d'un principe majeur qui est iségoria. Iségoria, c'est le principe de l'autotransposition dans l'autre. Si vous êtes incapable de voir dans l'autre l'homme créé à l'image des dieux, vous ne réaliserez jamais la démocratie, parce que la démocratie, c'est fondamentalement l'égalité, comme le disait d'ailleurs Alexis de Tocqueville, en ce qui concerne la démocratie en Amérique. Donc, l'amour de l'autre, n'est-ce pas que Jésus, dans la Bible, quand les disciples ont demandé quel est le plus grand commandement, ils ont dit qu'il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, etc. Oui, mais le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain. Et Montesquieu, quand on lui dit quel est le principe fondamental de la République, Montesquieu de dire c'est la vertu. Alors on lui dit mais cette vertu, ça veut dire quoi? Montesquieu dit c'est l'amour et l'égalité pour son concitoyen. Et donc voilà à plus ou moins l'un des aspects, l'un des pans spirituels de cette problématique. Absence d'amour au niveau des familles, dans le quartier, l'envie, la jalousie creuse au niveau des institutions, au niveau des églises, au niveau du marché, etc. Mais il y a également d'autres dimensions de la distribution. Il y a injustice distributive. Monsieur Kabassou, je termine. Il y a la dimension de la légitimité. Il y a une crise de légitimité qui est pendante. Écoutez, monsieur Kabassou, les Congolais sont partis aux urnes 2 fois pour élire leur candidat, leur président, et respectivement en 2006 et en 2011. Où est l'autocratisme de M. Kabila? L'autocratie, c'est donc à la détention de l'exercice du pouvoir réel par un seul acteur politique, par une seule institution. C'est démontré scientifiquement par plusieurs auteurs, Djoula Talaja, Bossoff, et j'en passe, que la présidence de la République, en fait, on n'est plus dans un régime semi-présidentiel, on est dans un régime, je dirais, qui n'est même pas présidentialiste, qui est présidentialoïde, qui a quelques allures, quelques similitudes, quelques ressemblances vagues, ou du moins sur le papier, un régime semi-présidentiel, mais c'est un régime qui est présidentialoïde. Ça veut dire que c'est un régime présidentiel en réalité avili, parce qu'on voit que comme sous Mobutu, la présidence impose sa volonté sur le Parlement, la présidence gère la machine sécuritaire, l'ANER rend compte au président de la République, l'ANER du Congo ne rend jamais compte au Parlement. Dans toutes les démocraties, la machine sécuritaire rend compte à la commission de sécurité et de la défense, permettez, la défense de l'Assemblée nationale. Donc, la machine sécuritaire est entre les mains de l'instance qui gère en termes de pouvoir réel, qui impose sa volonté à la machine sécuritaire. Sur l'armée, d'ailleurs, tous les experts ont démontré que si la réforme de la défense patauge ou patine dans tous les rapports, on dit que c'est à cause de l'autocratie. Tout est concentré au niveau chef de l'État. Même Matata, dont les vertus technocratiques sont reconnues par tous, il ne parvient pas à déployer, n'est-ce pas, toutes ses compétences techniques, parce que justement le pouvoir est concentré au niveau de la présidence de la République. L'économie, quand vous voyez, dans les livres là, quand vous voyez, si vous lisez les rapports d'exécution du budget de 2011, même de 2012, vous allez voir que la trésorerie nette de la République est concentrée, l'allocation de la trésorerie nette de la République est concentrée à la présidence de la République. Je vous montre par exemple dans l'exécution du budget 2012, la présidence de la République a à elle seule, dans les 150 millions de dollars, alors que la province du Kassai occidental, moi je n'ai vu que 8 millions de dollars, donc plus ou moins 500 à 600 000 dollars par mois, pour une population de 7 millions d'habitants, pour une province 5 fois plus grande que la Belgique. Donc l'autocratie est réelle, le patrimonialisme est réel au Congo. Mais contrairement à la Deuxième République, aujourd'hui il y a quand même la diversité des partis politiques et la pluralité des candidats. Écoutez, on appelle ça, scientifiquement, on appelle ça une autocratie électoraliste. D'ailleurs, on a
Même au Congo, ce n'est même pas une autocratie électoraliste, parce que les autocraties électoralistes en Amérique latine, que ce soit en Argentine, que ce soit au Brésil, que ce soit au Mexique, il y a quand même un minimum de degré de transparence en ce qui concerne la gestion de l'économie et la gestion de la machine sécuritaire. Je viens de vous dire, la NER ne rend rapport qu'à Joseph Kabila. L'immigration ne rend rapport qu'à Joseph Kabila. L'armée, je viens de vous démontrer, si vous regardez sur le site web des CIA, du Department of State, Institute of Security Studies, vous regardez les experts des études militaires de l'Union européenne, la pathologie, les dysfonctionnements, les réformes de l'armée, ce qu'on appelle les SRR, la machine, ça patauge parce que tout le monde ne rend compte à la présidence de la République. Alors que dans la démocratie, la transparence, par exemple, dans la gestion de la machine sécuritaire, veut que les ministres de la Défense, que l'ANER, que l'immigration rendent compte à la Commission de la Défense et de Sécurité de l'Assemblée nationale. Donc, et l'économie également. L'économie, il y a des choses que l'on ne peut pas dire ici, même dans le livre, il y a des aspects économiques que je n'ai pas repris par élégance, mais je pense que dans la deuxième édition de ce livre, je vais le dire. Et donc, la gestion kafkaïenne de l'économie, vous voyez, il y a eu de parlementaires anglais, mais même les gens de Transparency International, Global Witness, International Crisis, qui ont démontré qu'il y a une clique d'individus qui s'est accaparé de l'économie de manière générale. Ça veut dire, c'est une économie, c'est un système rentier en fait. Vous ne pouvez pas avoir une autorisation sans que vous ayez payé à ces groupes-là. Vous ne pouvez pas avoir un budget qui est un budget de 6 millions, on va le transformer en un budget de 12 millions, etc. Tout simplement pour payer la rente, ce qui fait que la reconstruction est devenue une reconstruction qui est kleptocratique, qui est une reconstruction qui ne sert que les fins d'accumulation de cette pseudo-élite qui gravite autour du chef de l'État. Ça, c'est des vérités, c'est pas moi qui invente, j'ai utilisé ces éléments-là avec des références des experts internationaux et j'ai utilisé un cadre théorique pour rendre cela intelligible. Comme je vous ai dit, je défie quiconque a un débat contradictoire. Acceptons quand même que la Deuxième République, il y a eu, en fait, il y a eu un seul candidat, un seul parti politique, mais avec Kabila, il y a la pluralité de... Non, je viens de vous dire, ça c'est ce qu'on appelle une libéralisation politique. Et en termes de typologie scientifique, on appelle ça, disons, on appelle ça une autocratie électoraliste, en fait. Mais comme je vous ai expliqué, dans d'autres pays, en Amérique latine, où il y a plus ou moins un certain niveau de transparence sur le plan de la gestion de la machine sécuritaire, de la gestion de l'économie, et il y a même un certain niveau d'indépendance institutionnelle, d'autonomie institutionnelle. C'est à ce moment-là qu'on parle d'autocratie électoraliste. Mais au Congo, on n'est même pas encore arrivé à un niveau où on a organisé des élections qui puissent être crédibles. Toutes les élections ont été remises en cause. Et je démontre dans ces livres que, en ce qui concerne les élections de 2011, au mois de novembre, elles ont été remises en cause. En ce qui concerne les cassations occidentales, je vous ai démontré que c'est parce que j'ai refusé que l'argent de la province puisse être dépensé de manière définitive dans la campagne électorale de Joseph Kabila. Et j'ai exigé à Joseph Kabila, en les regardant droit dans les yeux, je lui ai dit de rembourser cet argent-là. C'est ça qui m'a coûté le départ de la province du Kassai occidental. Et donc on ne peut pas parler des partis politiques si le système électoral il est instrumentalisé. On ne peut pas parler de la pluralité ou le pluralisme politique n'a pas de sens lorsque, comme je vous dis, par exemple, il n'y a pas différenciation institutionnelle, il n'y a pas autonomie institutionnelle, lorsque la machine sécuritaire ne répond qu'à un seul individu, et lorsque la machine sécuritaire, l'armée, je vous l'ai dit, l'immigration, l'ANER qui fonctionne de manière fondamentalement kafkaïenne, au lieu de se concentrer sur ces missions de la sécurisation de l'État, l'ANER, surtout en province, elle est dans les conflits de chèvres, dans les conflits conjugaux, dans les règlements de dettes, etc. etc. L'ANER doit être réformée, et la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat, leurs pouvoirs doivent être élargis pour être en mesure d'interpeller l'administrateur général de l'ANER, pour interpeller avec efficacité même le chef de l'État, même le ministre de la Défense. Et je vous ai démontré dans le livre que cette autocratie-là mine la décentralisation parce que le gouverneur opère, il n'y a pas de différence majeure entre l'opérationnalité du gouverneur sous la Deuxième République et l'opérationnalité de la gouverneure sous le régime Kabila. Donc la multitude de partis politiques n'a aucun sens lorsqu'on maintient l'autocratie, lorsqu'on est dans un système patrimonialiste et un système rentier. Okay. Voilà, je vais encore lire ce paragraphe au numéro 7, plutôt à la page 7.
toujours. Je rends grâce à Dieu qui m'a donné la sagesse et la force de transcender la torture psychique, l'humiliation, les menaces contre ma personne et contre ma famille, la négation de mes droits constitutionnels, l'expropriation de mes biens perpétrés par le régime kabbyliste. Que voulez-vous dire par cette machination ou ce guet-apens? Ça veut dire qu'on voulait me tuer. On voulait me tuer, ça s'est démontré. Le premier fait, c'est qu'il y a un colonel, je ne cite pas son nom ici, mais qui a rapporté à l'épouse du secrétaire général Bouchard qu'il voulait me tirer dessus. Et ça, c'est mon directeur de cabinet, qui est le neveu de l'épouse du secrétaire général Bouchard, qui me l'a rapporté. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce neveu de l'épouse du secrétaire général Bouchard était mon directeur de cabinet. Mais en quelque sorte, le secrétaire général Bouchard me l'avait mis au dos. Donc, dans le contexte qui était le mien à ce moment-là, c'était une sorte de contrainte, d'impératif, il n'y a rien que je pouvais faire. Mais il me l'a rapporté lui-même que ces colonels, lorsqu'un colonel supérieur, un colonel de la police, un colonel de la police, rapporte à l'épouse du secrétaire Bouchard qui voulait me tirer, me loger une balle dans la tête, les faits parlent d'eux-mêmes. Deuxièmement, lorsqu'on voulait me forcer à démissionner et que j'ai résisté, j'ai dit qu'il n'y a aucune rationalité tant légale que factuelle qui permet que l'on puisse m'imposer de démissionner. On m'a dit que les institutions de la République ne vont plus me protéger. Et lorsque l'on vous dit, et ça ne vient pas de n'importe qui, ça vient du ministère de l'Intérieur, ça vient du sérail du secrétaire général Bouchard. On m'a dit, vous devez accepter cette démission, parce que si vous n'acceptez pas, les institutions de la République ne vont plus vous protéger. Et donc, on est dans une république bananière, de telle sorte qu'un Congolais, un citoyen congolais qui a son poste, qui travaille avec l'Union européenne, qui accepte de venir, de travailler dans les conditions qui sont les nôtres, que nous connaissons au Casa occidental, et maintenant on veut tirer une balle dessus, et on dit que les institutions de la République ne vont plus le protéger. Mais enfin, où est-ce qu'on est, quoi? Si je vous comprends bien, vous voulez dire que ça, c'est un régime purement despotique, en particulier le président Kabila. C'est un régime, les élections, les pluralismes politiques, la ribambelle des ONG, tout ça, ça n'a pas exorcisé les Congos de cet art mobuttiste. Ces régimes a bel et bien des similitudes despotiques avec les régimes précédents. Je ne suis pas le seul à les dire. Interrogez Nzongola Ntalaja, interrogez Henri Boshoff, expert en sécurité internationale, interroger les maçons, interroger Jean-Claude Willam, interroger même les professeurs locaux là, des sciences politiques au Congo. Enfin, j'en connais pas beaucoup, je connais mon ancien directeur de cabinet, le professeur Lumanou. Dans son cœur, il y a beaucoup de politologues congolais qui savent dans leur cœur, c'est que le régime a beaucoup de similitudes. Il n'y avait pas une disjonction fondamentale, radicale avec les régimes précédents. Et donc la crise politique congolaise, en tant que crise sociétale, mais aussi, comme je l'ai dit, en tant que crise anthropologique, demeure dans ces dimensions, comme j'ai dit, symboliques, spirituelles, de distribution, et aussi dans la dimension de la crise de légitimité. Et beaucoup de gens l'ont dit, même Jeune Afrique a écrit que Joseph Kabila Mobutu Light. C'est pas moi qui le dis, c'est Jeune Afrique qui le dit, François Soudan, je crois. Donc, ça veut dire que le président Kabila était un anticonstitutionnaliste. Mais je peux vous donner plusieurs, pas lui, mais son régime, je peux vous donner plusieurs exemples. Quand Joseph Kabila fait transférer un régiment de CNDP de Goma, pour ne pas dire de Rutshuru, à Kananga, sans que le gouverneur responsable de la population ne soit mis au courant, sans que l'Assemblée provinciale ne soit mise au courant, c'est anticonstitutionnel. Lorsque, comme l'a démontré Caméré, il accepte une opération conjointe avec les forces étrangères sur les territoires congolais, sans que l'Assemblée nationale l'ait su, c'est anticonstitutionnel. Lorsque Joseph Kabila octroie à son protecteur Zuma il octroie des droits à Zuma, en fait, parce qu'il a octroyé à son neveu Kouloubousse Zuma et à l'avocat privé de Zuma les droits d'exploitation de pétrole dans les lacs Albert, sans que les institutions techniques, les structures techniques n'aient été consultées de manière tout à fait ultérieure. C'est anticonstitutionnel. Lorsque moi, gouverneur, j'avais une mission officielle autorisée par lui-même, Joseph Kabila, parce que j'ai l'impression que parfois il a des trous de mémoire,
une mission que lui-même a autorisée. J'ai parlé avec lui au téléphone, il a autorisé la mission. Et j'ai écrit de manière officielle au ministre de l'Intérieur, il a autorisé la mission. Pendant qu'un gouverneur, en plein 21e siècle, un gouverneur a une mission officielle aux États-Unis d'Amérique, derrière lui, on monte une motion et on la passe sans que les gouverneurs n'aient eu le temps de se défendre, alors que la loi, je crois l'article 31 de la loi relative à la libre administration de province, stipule dans les termes on ne peut plus limpides, absolument limpides, qu'en cas de motion de censure, parce que je n'ai pas été l'objet, je n'ai pas fait l'objet d'une motion de défiance contre moi, c'était une motion de censure contre le gouvernement provincial de manière collective. Et donc, la loi dit que lorsqu'il y a une motion de censure contre le gouvernement provincial de manière collective, les gouvernements provinciaux restent en place jusqu'à l'élection du nouveau gouverneur. On m'a bloqué à Kinshasa, j'étais pratiquement en résidence surveillée. On ne m'a pas permis de rentrer à Kananga pour pouvoir me défendre. Et par ce régime, par le ministre de l'Intérieur, c'est d'autant plus vrai qu'il a payé, finalement, c'est lui qui a pris les soins, il a payé l'hôtel pour que j'habite à l'hôtel. Et il a nommé un intérimaire, alors que c'est anticonstitutionnel. Je démontre que il y a plusieurs exemples qui démontrent que ce régime est anticonstitutionnel. Et donc, je pense que démontrer que ce régime est anticonstitutionnel, c'est donner un coup de couteau chaud dans le beurre fondu. Et donc, à mon sens, la problématique fondamentale du Congo, c'est la reproduction éhontée de l'autocratie et du patrimonialisme. Évidemment, il y a d'autres dimensions spirituelles, des lectures sont différentes, économiques, sociologiques, anthropologiques, etc. Mais moi, en tant que politologue, j'estime que ces deux référents conceptuels théoriques, l'autocratie électorale ou du patrimonialisme, je pense qu'ils sont des référents valides pour la lecture des pathologies politiques du Congo. Ok, si nous lisons encore dans la page 19, vous avez écrit et vous avez dit que le mandat d'un gouverneur au Congo est un vrai calvaire. Que vous demandez par là? Mais je l'ai dit, j'ai démontré, je pense que dans le chapitre 4 ou chapitre 5, je démontre que depuis 2006, comparé par exemple à l'Afrique du Sud, à ma connaissance en Afrique du Sud depuis 1994, il y a eu seulement 2 gouverneurs qui ont été qui ont quitté leur poste. Mesiposa de Mpumalanga et Ibrahim Rassoul, je crois, qui étaient du Cap. Mais nous avons déjà déstabilisé, éjecté plus d'une dizaine de gouverneurs. Les gouverneurs sont les plus faibles, en fait, des acteurs politiques, des fonctionnaires, en fait, des hauts fonctionnaires de l'État en République démocratique du Congo. Depuis 2007, il y a eu même des gouverneurs qui ont fait l'objet d'émotions avant même qu'ils n'aient fait valider leur programme d'action devant les assemblées provinciales. Kimbuta a fait l'objet d'émotions en 2007, avant même qu'il n'ait présenté son programme de gouvernement, avant même qu'il n'ait fait valider son gouvernement. Kapou, la même chose. Donc il y a eu plusieurs gouverneurs qui ont été déstabilisés sans qu'il y ait eu des audits fiables, impartials, des audits objectifs, démontrant justement les griefs qui sont formulés contre eux. Même lorsque le gouverneur, par miracle, arrive à arracher des arrêts de la Cour suprême de justice qui rétablit, ou des arrêts qui rétablissent en fait ces gouverneurs, le PPRD, le chef de l'État, les caciques du PPRD de la majorité, imposent à ces gouverneurs de démissionner. Makila, on l'a interdit de monter dans l'avion à l'aéroport de Njili, alors que la cour d'appel de Mbandaka lui avait donné raison. Chibalonza, on l'a menacé de mort. Mais on est dans une république bananière. Si la Cour suprême de justice prononce un jugement, donne un arrêt qui demande au gouverneur de rentrer à son poste, et que le PPRD interdit le gouverneur de rentrer à son poste, demande de démissionner, il y a un problème. Si les partis d'avant-garde, qui est censé être la machine des réflexions, la machine de pousser les transformations du progrès de la société, qui est le parti, je veux dire, de la force politique qui gère le pays, ne comprend pas la nécessité de faire appliquer le jugement ou les arrêts de la Cour suprême de justice, il y a un problème sérieux, quoi. On se demande ce que font, si vous voulez, les autorités, ces partis politiques, en termes normatifs, en termes de principes, en termes de la recherche des avancées majeures pour le pays. Parce que si la Cour suprême de justice, les cas de Chibalonza, j'ai écrit là-bas, Chibalonza, il fait l'objet d'une motion. La Cour suprême
déboute la motion. Chibalonza entre dans l'avion. Le chef de l'État l'appelle pour dire, Monsieur Chibalonza, c'est mieux pour vous de rester à Kinshasa vivant que d'aller à Bukavu mort. Et Chibalonza reste, alors que la Cour suprême de... Mais quand est-ce qu'on va respecter la Cour suprême de justice? Elle est là pour toi. Ça démontre simplement qu'elle a cette Cour suprême de justice elle-même. D'abord, elle est instrumentalisée, inféodée. Ça, c'est votre conception, parce que la Cour suprême est indépendante. Non, mais je vous dis, dans un système politique qui est autocratique, patrimonialiste, la Cour suprême subit, n'est-ce pas, les contre-coups, les aléas de la patrimonialisation. Et la Cour suprême, dans ces cas-là, elle ne jouit pas de son indépendance, on lui fait des injonctions. Et puis, il y a encore un paragraphe, vous avez dit, les gouverneurs sont les plus malmenés et les plus vulnérables, page 19. Les gouverneurs sont les acteurs politiques les plus persécutés dans ce régime kabylistes. Les gouverneurs sont des boucs émissaires des régimes kabylistes. Quels que soient les gouverneurs, tous sont victimes de la pression pécuniaire. Le gouverneur qui ne se conforme pas à cette logique et cette pratique est évacué, page 20. Alors, que voulez-vous transmettre comme message au peuple congolais? Mais j'ai été, la raison, j'ai porte à la connaissance de la population congolaise, il y a des gens qui connaissent mon parcours. Demandez aux gens, au RCD, c'était les partis les plus rationnels, les plus cartésiens. J'étais secrétaire général du RCD à 2 reprises, j'ai quitté les RCD sans conflit. Je suis le seul secrétaire général, je pense, dans ma génération, à avoir fait une remise et reprise financière, administrative et même en termes d'équipement, de matériel de campagne, etc. J'ai géré plus de $2 millions de matériel de campagne. Vous demandez à n'importe qui au RCD, j'ai plutôt laissé des créances. Les RCD me devaient plutôt de l'argent. Et donc, je veux simplement dire par là que dans cette génération, et en tenant compte de tous les gouverneurs qui ont géré ou qui continuent à gérer, mes logiques étaient en contradiction avec les logiques patrimonialistes et autocratiques. Tous les gouverneurs, je l'ai dit, il n'y a aucun gouverneur qui va me contredire, j'ai été président de l'association des provinces. J'ai été élu par mes pairs gouverneurs. Non seulement que j'ai été élu, mais à la première réunion en 2011, qui avait été organisée, le premier séminaire qui avait été organisé par les ministres Mboussa de l'Intérieur à l'époque, pour la mise en place de cette association des provinces, comme cela est le cas dans beaucoup de pays en Afrique et en France, même aux États-Unis. Et donc, j'ai été désigné notamment par tous les gouverneurs pour être le président du comité transitoire qui devait convoquer l'Assemblée constitutive de l'association des provinces. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est vous dire que j'ai été à 2 reprises à la fois responsable de l'association des provinces de manière transitoire et de manière électorale. Les gouverneurs vivent, ils sont pris en sandwich jour et nuit dans des pressions rentières, dans des pressions pécuniaires inouïes. De la présidence de la République, des partis politiques, des caciques des partis politiques, de la majorité, de la machine sécuritaire, la mer, l'immigration, l'armée, la police, les chefs coutumiers, les cadres de partis politiques au niveau provincial. Et les gouverneurs sont dans toutes ces pressions-là. Même Moïse Katumbi, vous avez lu dans le journal, c'est pas moi qui le dis, vous avez vu qu'à plusieurs reprises, il y a l'épée de Damoclès est sur sa tête. Monsieur Kababou. Permettez que je termine. Monsieur Kababou. Certaines personnes seront dubitatives de dire qu'en fait, parce qu'il y a certains gouverneurs tels que Moïse Katumbi et André Kimbuta se réjouissent. Non, mais écoutez, allez leur poser la question. Lisez dans les livres. Mais ils savent. Pourquoi ils ne se démissionnent pas? Ils ne démissionnent pas. Ils ne démissionnent pas pour plusieurs raisons. Les gouverneurs Kimbuta ou les gouverneurs Moïse tous les deux ont des trajectoires politiques qui sont des trajectoires particulières. Ils peuvent être catégorisés sur le plan idéologique d'une manière particulière. Ils peuvent être catégorisés sur le plan de leur lutte démocratique d'une manière particulière. Moi aussi, je suis porteur d'une autre culture politique. J'ai ma trajectoire, j'ai mes logiques. La seule différence entre moi et eux, c'est que certainement, mes logiques à moi ont été en collision plus frontale avec les systèmes en place. Je n'ai pas accepté, notamment, entre autres choses, qu'on utilise l'argent de la province pour la campagne électorale de Joseph Kabila. Il y a beaucoup d'autres choses, notamment les transferts
de troupes du CNDP à Kananga, sans que je sois au courant. Et c'est là d'ailleurs qui a conduit à la mutinerie de John Tchibangu, du colonel John Tchibangu, je l'ai dit là-dedans. Parce que cet acte du transfert des troupes du CNDP, de Rutshuru ou de Goma, alors qu'en ce moment-là, ces troupes-là ne faisaient pas encore partie des FARDC, cet acte-là, c'est une trahison, c'est l'acte qui a conduit John Tchibangu à partir. Donc, ça aussi, c'est un acte qui est à la base de la déstabilisation de mon mandat. Et donc, ça, c'est une réalité tout à fait particulière. Kimbuta, il ne gère pas, il n'avait pas dans sa circonscription un problème militaire de cette taille-là, il transfère du régiment de CNDP à Kinshasa. Moi, je l'ai eu et j'ai résisté. Je dis que ça n'a pas de sens qu'on amène des troupes du CNDP de Goma au centre du pays à Kananga. Et vous devez savoir que l'aéroport de Kananga, le tarmac, la piste là, a la capacité d'accueillir des gros avions. Donc ces gens-là, si aujourd'hui, que Dieu nous aide, si aujourd'hui ces gens-là se mettent à tirer, et ils peuvent faire descendre un avion, un gros porteur là-bas, en 3 jours ils peuvent prendre Kinshasa. Et donc, sans que le gouverneur ne soit au courant, sans que l'Assemblée provinciale ne soit au courant, j'ai remis ça en question. Et donc, est-ce que Moïse peut remettre ça en question? Moïse a fait face à une telle problématique du transfert d'un régiment. Un régiment, c'est 1200 hommes, armés jusqu'aux dents. Moïse a fait face à une mutinerie. Il a pris position face à cette mutinerie. Non, Kimbuta a fait face à une mutinerie et à ces transferts illégaux. À ces transferts illégaux des troupes du CNDP à Kinshasa. Non. Donc, moi, j'ai fait, donc je vous donne des dimensions. J'ai fait face à des problématiques de loin plus complexes sur le plan militaire et sécuritaire que Kimbuta et Moïse, les deux mis ensemble. Vous comprenez? Et je suis le seul à avoir demandé à Kabila de rembourser l'argent de la province qui a été utilisé pour sa campagne électorale parce que c'est illégal et immoral. Mais qu'est-ce qui vous pousse réellement à révéler toutes ces Je ne révèle, c'est pas une révélation, c'est une analyse politique, c'est une intégration des faits politiques dans un cadre théorique de la patrimonialisation et de l'autocratie. Voilà, il ne s'agit pas d'une révélation ici, je ne suis pas un prophète politique, il n'y a pas de prophétie en politique, il n'y a que l'analyse. Et donc je fais l'analyse en effectuant une exploration factuelle, une exploration événementielle. Donc, vous allez comprendre que mon collègue Moïse Katumbi ou mon collègue Kimbuta, ils font face à des problèmes qui sont spécifiques à leur province. Moi, j'ai fait face à des problèmes qui sont spécifiques à ma province et qui sont des problèmes hautement sécuritaires. Donc, les transferts de ces régiments de l'ancien général Nkunda Batouaré, de Djou, de Goma à Kananga, c'est un acte de trahison. Et donc, je l'ai remis en question. Peut-être qu'on a voulu me réserver les sorts qui avaient été réservés à Kamere lorsqu'il a dit que c'était anticonstitutionnel de faire venir les troupes rwandaises au Sud Kivu. C'est plus ou moins, c'est des cas plus ou moins similaires. Nous voyons dans vous, il y a quand même le nationalisme, mais qu'est-ce qui a précipité votre limogeage? Mais je viens de vous expliquer. Il y a plusieurs choses, notamment les caractères rentiers, les retours de l'ascenseur. Donc je n'ai pas fonctionné comme les régimes l'exigent, et ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans mon idéologie, ce n'est pas dans mes principes, ce n'est pas dans mes normes. Voyez-vous, j'ai une longue trajectoire professionnelle à l'international, j'ai été gérant des banques, etc. Donc je ne suis pas habitué à ces pratiques-là. Je ne me laisse pas faire en ce qui concerne ces pratiques-là. Là où on peut aider, on peut aider. Et donc, les caractères rentiers, on dit retour de l'ascenseur, ça ne marche pas avec moi. Mais l'autre fait majeur, c'est qu'il y a eu des problèmes avec les députés provinciaux. Vous allez lire dans les livres, notamment l'affaire des indemnités de sortie. Aujourd'hui, les députés provinciaux du Kasaï occidental ont touché en 2012 à peu près 480 000 $ des indemnités de sortie alors qu'ils ne sont pas sortis. On ne sait même pas quand ils vont sortir. Le fait d'avoir tenté d'expliquer à ces députés provinciaux que vous ne pouvez pas bénéficier des indemnités de sortie lorsque l'acte générateur, je veux dire sur le plan technique, sur le plan juridique, lorsque l'acte générateur de ces indemnités de sortie n'a pas lieu, a été déféré. Dans les cas d'espèce, on a dit que les élections provinciales auront lieu, je crois, je sais pas, une date qui est inconnue. Et donc, ce fut donc véritablement une sorte de levée des boucliers contre moi, des imprécations, des malédictions de toutes sortes contre moi. Finalement, on a trouvé un compromis, mais ils ont touché ces indemnités de sortie, mais c'est illégal. C'est illégal, c'est anticonstitutionnel, c'est illégal. Vous ne pouvez pas toucher les indemnités de sortie lorsque l'acte générateur de cette sortie n'est pas là et inexistant. Mais aussi, c'est les caractères prédateurs des députés provinciaux, non seulement au Kasaï occidental, mais dans toutes les provinces. Les députés provinciaux sont fondamentalement rentiers.
Pas tous, évidemment, il ne faut pas verser dans une généralisation abusive. Il y a des exceptions certainement, mais de manière générale, c'est pourquoi j'ai dit que la décentralisation est entière. Elle est instrumentalisée à des fins d'accumulation. Les députés provinciaux, vous voulez présenter les budgets, il faut un per diem. Vous voulez présenter les rapports d'exécution du budget, il faut un per diem. Chaque rencontre entre le gouverneur et les députés provinciaux, il faut, au Kassai occidental, on appelle ça Tchoula Ouass. Même lorsqu'ils viennent à ma fête d'anniversaire, de mon anniversaire, quand ils doivent partir, je vais leur donner les transports. Donc, ce sont des pratiques qui font en sorte que la trésorerie de la province subit des contre-coups et des pratiques qui font que finalement la décentralisation est dévoreuse. Le peu de ressources qui auraient pu être allouées aux projets de développement, aux projets sociaux, etc., beaucoup de ces ressources sont orientées vers ce qu'on appelle l'apaisement politique des députés, non seulement les députés provinciaux, mais également les députés nationaux. C'est pourquoi j'ai dit, la commission juridique et politique de l'Assemblée nationale et du Sénat, elle doit amorcer une démarche d'enquête d'investigation sur les déficits, sur les pathologies de la décentralisation, notamment les caractères rentiers et prédateurs des assemblées provinciales. Comme j'ai dit, ce n'est pas tous les députés provinciaux, ce n'est pas tous les députés nationaux, mais c'est la majorité des députés. Même les députés nationaux, en ce qui me concerne, ils disaient, ah voilà, donc, ils considèrent que chaque fois que le gouverneur va à Kinshasa, il va donner une malle d'argent, il va faire asseoir les députés nationaux et puis leur distribuer de l'argent. Ce sont des pratiques exécrables et j'ai béni Dieu. Les gens peuvent me critiquer, m'attaquer au vitriol, mais je vais dire comme Ponce Pilate, ce qui est écrit est écrit. Il faut que les gens aient le courage d'analyser ces choses, ces pathologies, de les conceptualiser, mais également, comme vous voyez dans le chapitre 8, je propose des pistes de réforme. Notamment que les députés provinciaux aussi doivent faire l'objet d'initiatives populaires. Il faut par exemple qu'il y ait une loi qui dit que 10% ou 20% du nombre des électeurs qui avaient élu un député provincial, 10%, 20% peuvent signer une pétition pour qu'un député provincial puisse perdre son poste pour cause d'incompétence ou pour cause de passivité ou pour cause d'infécondité à l'Assemblée. Mais quelle est l'option que vous nous proposez pour, n'est-ce pas, apprivoiser ces caractères? Je pense que pour le moment, dans mon expérience, dans ma trajectoire politique, depuis Renaissance Congo 2000 en Afrique du Sud, depuis les années 90, à mon avis, il faut l'émergence d'un leadership transformationnel. Nous n'avons pas encore... Ça veut dire que la société congolaise n'a pas encore fait émerger en elle, spirituellement, intellectuellement, les nouvelles normes d'un leadership de transformation, d'un leadership de mutation. Quand vous regardez, il faut quand même qu'il y ait changement, il faut quand même qu'il y ait progrès, élévation. Kasavubu, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'éducation, sur le plan technique, sur le plan de la compétence, sur le plan idéologique, sur le plan de leadership, on doit passer de Kasavubu à Mobutu, à Mouzé Kabila, à Laurent, à Joseph Kabila. Il faut quand même que cette société montre qu'elle épouse des nouvelles normes, que la société exige pour elle-même un nouveau profil de dirigeant, un dirigeant qui a la passion pour la mutation de la société, et un dirigeant qui a de la passion intense, épaisse pour l'élévation sociétale du Congo en conformité avec sa destinée prophétique, mais également en conformité avec sa vocation internationale. Nous sommes nés, comme j'ai écrit dans ce livre-là, The Making of the Congo State in the US, A Forgotten Story, a New Project, c'est un livre en anglais, comme j'ai démontré. Les Congos, le projet qui est parti des États-Unis pour la création du Congo, c'était un projet un peu similaire à celui du Libéria, qui voulait que les Noirs, dans cette partie de l'Afrique, dans cette partie du monde, puissent avoir leur propre république et qu'ils puissent se développer. Ça veut dire connaître un foisonnement, une éclosion à la fois spirituelle et intellectuelle qui leur permet d'apprivoiser ce Congo, de transformer son potentiel en richesse, lesquelles richesses peuvent être allouées à ses besoins sociaux, à ses besoins des hôpitaux, de l'éducation, de la technologie, de l'épanouissement culturel et sportif. Regardez les tarissements dans lesquels nous sommes. Sur le plan scientifique, nous sommes nuls. Sur le plan technologique, nous sommes nuls. Sur le plan sportif, nous sommes nuls. Sur le plan de la musique même, qui nous soutenait un peu, voilà, les Ivoiriens, les Nigériens, tout en exploitant
notre rythme sont plus loin que nous. Donc il n'y a aucun domaine qu'on peut démontrer, mais ces domaines-là, évidemment, vous parlez de la croissance, je suis tout à fait d'accord, je suis aussi économiste et politique, on va parler de la croissance, on va parler de la maîtrise de la macroéconomie, la balance de paiement, on va vous parler de la maîtrise de l'inflation, etc., etc. Mais Kofi Annan, dans ce qu'on appelle l'Africa Progress Panel, ont démontré l'irrationalité de telles affirmations parce qu'on démontre que les nations qui avancent, il faut qu'il y ait un parallélisme entre la croissance et la redistribution et l'amélioration de l'indice de développement humain. Et donc, nous avons la croissance, mais sur le plan de la mortalité infantile, nous sommes au bas de l'échelle. Sur le plan de la corruption, nous sommes au bas de l'échelle. Sur le plan de la transparence, nous sommes au bas de l'échelle. Sur le plan de doing business, nous sommes au bas de l'échelle. Donc voilà. Si je comprends bien, vous voulez nous dire que l'indépendantisme, le moboutisme, en fait, le mobisme, le moboutisme et le kabylisme sont à la base de tous. Non, si vous entendez par, enfin, le kabylisme est même au bas de l'échelle. Le lumumbisme a une valeur constitutive en fait de l'entité politique appelée Congo. C'est l'idéologie de l'affirmation du nationalisme. Le nationalisme, c'est pas seulement dire, c'est pas un nationalisme narcissique, hein, puéril pour dire ah notre beau Congo. N'allons pas manger le Congo, n'allons pas les credos de nationalisme, nous n'allons pas une sorte de délectation en credo, nationalisme, etc. Le nationalisme, comme je vous dis, c'est aussi l'amour de l'autre. C'est vouloir voir les enfants qui donnent de bonnes écoles, ça le nationalisme. Vouloir voir les Congolais en train d'opérer de manière excellente sur le plan académique, sur le plan technologique, voir les Congolais inventer, voir les Congolais faire sortir leur créativité. C'est ça le véritable nationalisme. Et donc, les nationalismes, le mumbiste, et d'ailleurs, le Mumba nous a laissé une vision qui est très, je dirais, substantielle. C'est la vision du Congo en tant qu'étoile brillante au cœur de l'Afrique. Donc, que faisons-nous pour que le Congo devienne étoile brillante au cœur de l'Afrique? Nous ne faisons rien parce que, même sur le plan de la croissance, nous sommes dans la même ligue que les Tchad, les Tchad même dans les 15 milliards de dollars de produit intérieur brut. Nous sommes dans la même ligue que les Cameroun, dans le Cameroun qui a peut-être 21 à 22 milliards de produits intérieurs bruts par an. La Côte d'Ivoire, qui est dans les 22-25 milliards de dollars, nous sommes dans les 15 milliards, nous sommes dans cette ligue-là. C'est en négation, c'est en contradiction, c'est en disjonction avec ces rêves que portait le Mumba du Congo, étoile brillante de l'Afrique. Même Thabo Mbeki l'a reconnu, le Congo doit émerger comme étoile brillante de l'Afrique. Et pour que cela arrive, il faut qu'il y ait déploiement d'un génie politique novateur. Maintenant, le moboutisme était simplement prédateur. Les kabylismes et le moboutisme, c'est la même chose, mais je dirais que les kabylismes, c'est un moboutisme de bas étage. Parce que Mobutu avait quand même une certaine élégance. Mobutu connaissait le peuple congolais. Il savait comment les Aïrois crient, comment les Aïrois pleurent. Mobutu savait parler le langage. Motu Kolo Kolo, Mangé, il savait parler le langage de la population. Mobutu savait aller dans la population. Il lui en manquait simplement cette révélation justement du rêve mumbiste du Congo, étoile brillante au cœur de l'Afrique. Mais les kabylismes est tout à fait accidentel, incidentiel, mais qu'à cela ne tienne, je suis parmi ceux-là qui croient qu'en 2016, c'est l'épisode, c'est le moment qui va marquer la réinvention fondamentale du Congo. Cela ne veut pas dire que sous les kabylismes, Kabila n'a rien fait, il passe tout son temps à jouer au Nitondo comme les gens le disent, c'est irrationnel. Je suis tout à fait... je ne suis pas d'accord avec les gens qui ont une telle perception de Joseph Kabila. Il ne passe pas tout son temps les bras croisés. Joseph Kabila a pu faire quelques œuvres, mais qui sont à la hauteur ou qui sont aux limites de ses horizons mentaux. Il ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas s'attendre de lui qu'il fasse mieux. Et donc, il a fait quelque chose, c'est vrai, et il faut être honnête, objectif. Quand vous regardez, si vous prenez la courbe de le produit intérieur brut, vous nous avez laissé avec un produit intérieur brut de 2 milliards de dollars, aujourd'hui on a 15 milliards de dollars, c'est quelque chose. Mobutu nous a laissé avec une inflation de plus de 2000%, aujourd'hui c'est peut-être à 9, en tout cas c'est en dessous de 10 chiffres. Mais je voulais terminer par là. Et donc, mais ce qu'il a réalisé, ce n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, de la vision de Mumbiste du Congo étoile brillante de l'Afrique. Ce n'est pas non plus à la hauteur d'une potentialité. Et ce n'est pas en réponse. Pas dans 5 ans qu'on peut non, c'est pas en 5 ans. Joseph Kabila a déjà fait plus d'une décennie. Mais si nous comptons au départ en 2006-2011,
combien d'années c'est plus? Non, on ne peut pas compter à 2006-2011. Mais il y a eu un gouvernement qu'est-ce qu'on appelle ça? Il y a eu des transitions. Mais oui, mais il était chef. Le fait que l'appellation gouvernement de transition 1+4, etc., ne l'humilie pas ou n'annule pas sa responsabilité en tant que chef. C'est pourquoi je viens de vous dire que, en tant que scientifique, en tant qu'écrivain, en tant que penseur, je m'inscris en faux contre ceux qui disent que Kabila ne fait rien, il tourne les pouces, il ne tourne pas les pouces. Il a fait quelques œuvres par-ci par-là, on doit les reconnaître. Parce que si on dit qu'on fait table rasa, qu'il n'a jamais rien fait, ça veut dire qu'on s'accuse. Nous disons nous-mêmes à la face du monde que nous sommes nuls et des nuls faits. Ce n'est pas vrai. Il a réalisé quelques œuvres, mais c'est à un niveau infinitésimal par rapport à la dévastation abyssale du Congo et par rapport aux potentialités énormes, fulgurantes du Congo, mais par rapport aussi à cette vocation du Congo comme étoile brillante au cœur de l'Afrique. Est-ce que pendant les 10 ans, Kabila a su faire en sorte que le Congo puisse avoir quelques notes d'intelligibilité du Congo comme étoile brillante au cœur de l'Afrique? Que non. Déjà le fait que non. Le fait d'accepter le multipartisme, c'est déjà non, mais je viens de vous dire que le multipartisme n'a pas d'essence. Multipartisme n'équivaut pas à démocratie. Multipartisme ne veut pas dire transformation démocratique ou républicaine. Lorsque il y a l'autocratie, je vous ai dit qu'en termes de typologie, lorsqu'on parle, on peut parler, il y a deux extrêmes. Il y a un régime totalitaire, donc un régime totalitaire, un régime autocratique, et puis on appelle ce qu'on appelle Larry Diamond et tout le monde, ce qu'on appelle une autocratie électorale. En Amérique latine, on a appelé ça la démocratura ou la démocratura, etc. Et puis, on a les démocraties qu'on appelle en anglais full-fledged democracy. Et donc, au Congo, nous ne sommes même pas arrivés au niveau d'une autocratie électoraliste. Parce que je vous ai démontré que toutes les élections que nous avons effectuées au Congo sont fondamentalement kafkaïennes. La CENI a été instrumentalisée, la Cour suprême de justice a été instrumentalisée. Moi-même, je viens de vous dire que dans des conditions normales, l'élection de Kabila devait être invalidée parce que, comme je vous ai dit là-bas au Kassai occidental, on m'a forcé, c'est le fait que j'ai demandé à Kabila, d'abord, je dis qu'on ne peut pas utiliser l'argent de la province pour financer sa campagne, de deux, le fait que je regarde dans les yeux, mais quel est le gouverneur quel est le gouverneur au Congo là-bas qui a regardé Kabila en face, on lui dit non, monsieur le président de la République, vous devez rembourser cet argent, la province, parce que c'est illégal. Évidemment, il le sait dans son cœur, il le sait dans son cœur. Et devant son épouse, Maman Olive, il a reconnu, il a dit, avant qu'il n'arrive à Kinshasa, on va me rembourser cet argent. Et on va rembourser cet argent-là. Et ils sont allés, ils ont dit, c'est un crime de lèse-majesté, vous ne pouvez pas demander au chef d'État de rembourser l'argent, je suis républicain, vous devez rembourser. C'est ce qui fait. Et ça vous démontre que cette élection devait être invalidée. Au Kassai occidental, à Kananga, il n'y avait ni directive de campagne, ni concertation minimale avec un secrétaire général du PPRD, qui n'a pas eu la présence d'esprit d'orienter, même une concertation minimale au niveau du Kassai occidental pour l'élection des habitants. Vous étiez là à la tête de l'exécutif, quels efforts mais les efforts que j'ai fournis ont eu comme conséquence mon éjection du gouvernement, enfin l'éjection de mon gouvernement. D'avoir dit, où est votre... Mais écoutez, je suis expert international, j'ai été formé par les Américains, notamment dans la gestion des campagnes politiques, de la gouvernance des partis politiques. Le fait que j'ai dit au PPRD que le PPRD a une fonctionnalité folklorique et primitive. On m'a convoqué à Kinshasa avec 3 accusateurs, Manma Miezi, Théophile Mbemba, Ramazan Chedari, tous les 3. Le secrétaire général Évariste Beauchamp est entré là-bas, faisant le malin, comme quoi il était malade, qui ne peut pas participer à la réunion. C'est à cause du fait que j'ai tenté de redresser, puisque sur le plan provincial, le PPRD, que j'ai eu des problèmes. Évidemment, dans le PPRD, les analystes politiques me disaient qu'il y a des gens qui redoutaient le fait que j'ai été 2 fois secrétaire général du RCD, donc les gens redoutaient tout ça, ils attendaient la plus petite occasion pour m'assommer, comme on dit. Donc c'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit qu'il doit rembourser les fonds de la province qui ont été utilisés pour sa campagne électorale et que c'était immoral et illégal. J'ai résisté contre le paiement illégal de certains opérateurs économiques qui avaient reçu des sommes colossales de la province de manière illégale, et pour cela les comptes de la province avaient été même bloqués. J'ai résisté contre la prédation
de la province par certains députés provinciaux, notamment de la majorité. Et je viens de vous dire que l'affaire de la mutinerie du colonel John Tshibangou m'a aussi coûté cher. Parce qu'on a même écrit des articles pour dire que c'est moi qui ai poussé John Tshibangou à faire la mutinerie, alors que l'acte de Tshibangou, c'est une réaction normale d'un officier de l'armée patriote contre un transfert illégal des troupes du CNDP, d'un régiment du CNDP, de Goma, de Rutshuru, à Kananga. Ces régiments, et là, est-ce que les députés provinciaux, est-ce que l'Assemblée nationale, est-ce qu'on a, les gens se sont mis debout pour mettre sur pied une commission qui doit enquêter sur ces transferts-là? En vertu de quoi le chef de l'État a fait transférer ces troupes du CNDP de Goma, de Rutshuru, à Kananga, au centre du pays. Et 1200 hommes armés jusqu'aux dents, ils peuvent marcher en 3 jours et ils saisissent la capitale. Est-ce que les gens savent ça? Est-ce que l'Assemblée nationale est au courant? Est-ce que l'Assemblée provinciale est au courant? Quel est l'autre gouverneur, en dehors peut-être de mon frère Julien Paloukou, qui est dans un contexte de guerre? Encore que là aussi, une analyse poussée révèle beaucoup de choses. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui. C'est connu de tous qu'il y a des transactions, qu'il y a des opérations, qu'il y a des linkages, comme on dit en anglais, entre certains acteurs militaires, certains maïmaï et des acteurs politiques qui sont à Kinshasa. Donc, qu'est-ce que moi, en tant que républicain, en tant qu'acteur politique progressiste de ma génération, qu'est-ce que j'ai fait? Justement, j'ai fait des choses qui m'ont coûté l'éjection et qui ont failli me coûter la vie, et à moi, et à ma famille. Et aujourd'hui, même avec ces livres, j'ai reçu de menaces, etc., etc. Mais je ne suis pas tombé de la dernière pluie, hein, je ne suis pas un enfant de cœur. Écoutez, ça c'est depuis les années 60. Nous là, nous sommes les jeunes, c'est nous qui étions les petits-enfants de 17 ans, de 18 ans, quand en 81, j'avais 20 ans. Et en 80, j'avais 19 ans. En 79, j'avais 18 ans. Quand la poussée de l'opposition avec l'UDPS commençait, c'est nous qui étions les jeunes en train de réfléchir, en train de soutenir, en train de crier, en train de chanter, en train de prier. Et donc cet esprit-là du combat pour la démocratie, du combat pour la renaissance républicaine du Congo demeure en moi. C'est ça qui est constant. Alors, puisque vous avez épinglé le changement des mentalités, aujourd'hui il n'y a pas Mobutu, il n'y a pas Kabila Père, il n'y a pas Lumumba, il n'y a pas Kasavubu. Nous sommes en troisième République. Auquel niveau par où commencer à changer la mentalité? Il faut la mentalité. Écoutez, on ne peut pas décréter le changement de mentalité, on ne peut pas décréter une révolution, on ne peut pas décréter la mutation d'une société. Comme il y a un proverbe chinois qui dit que le poisson commence à pourrir, la dégénérescence commence par la tête, les poissons commencent à pourrir par la tête. Ça veut dire que si vous voulez repérer l'origine de la putréfaction d'un poisson, il faut commencer par la tête. Donc, mais si vous inversez en fait cette analogie ou cette métaphore, c'est pour dire il nous faut l'émergence d'un leadership de mutation sociétale. Les concepts est fort, mais il n'est pas simplement un concept sophiste ou une complication conceptuelle. Le concept est réel et il est porteur d'une véracité qui mérite d'être cernée. Il nous faut l'émergence des élites de mutation, des élites véritablement républicaines qui ont l'idéologie, qui ont aussi la normativité. Ça nous manque. Nous avons des pseudo-élites mimétiques, des gens qui ont été à l'université, qui ont simplement mémorisé le cours et qui l'ont reproduit dans quelques écrits, mais qui n'ont pas une force normative en elles, ces pseudo-élites. Donc, laquelle force normative doit par exemple dire, pour nous, comme société, comme Congo, voici le profil d'un président. Et donc, si un individu se met debout de Tanzanie ou de Kigali ou de je ne sais où, il veut être président de la République, pour nous, comme société, voici notre norme d'un président de la République. Pour nous, comme société, voici la norme d'un capitaliste. Pour nous, comme société, voici la norme d'un professeur d'université. Pour nous, comme société, voici la norme de l'économie. Nous sommes une société dénormativisée parce que nous sommes gérés par des pseudo-élites mimétiques, imbibées de mobutisme, et qui, comme par une loi naturelle, ne font que reproduire le mobutisme prédateur. Malheureusement. Et donc, comme je dis, le kabylisme, c'est un mobutisme de bas étage parce que le mobutisme avait au moins un certain minimum d'élégance et un minimum de nationalisme qui avait d'ailleurs fait que les Congos, sous Mobutu, avaient un prestige africain, avaient un prestige international. Nous sommes une nation qui n'a plus d'amis. Nous n'avons pas d'amis à Washington. Nous n'avons... Comment vous avez un président de la République qui, lui, n'a jamais fait une conférence
on jette des cailloux et des moellons sur Kagame. Mais Kagame, au moins, il a une petite vertu de sécrétion des idées qui peuvent persuader les diplomates américains. Kagame peut entrer dans l'université, il explique ce que c'est le Rwanda. Est-ce que nous avons un président, quelqu'un là qui parle de l'université américaine, expliquer ce que c'est que le Congo? Qu'est-ce que le Congo était hier Non, non, mais monsieur le journaliste, les livres là, j'ai essayé de les faire. Et les livres là, il est préfacé pas par n'importe qui, il est préfacé par un professeur d'Harvard, James Robinson, qui a écrit les livres très célèbres, Why Nations Fail. Il a préfacé ces livres-là. Et j'ai expliqué. Donc c'est pendant que je suis en train de sortir de mon hôtel pour aller expliquer ces livres-là que j'entends qu'on m'a fait une motion. Alors, voilà, je voulais simplement vous dire que Mobutu a donné quand même un petit prestige au Congo. À Washington, on avait des amis. À Londres, on avait des amis. À Bruxelles, on avait des amis. En France, on avait des amis. C'est ça qui a fait la grandeur du Congo. Mais aujourd'hui, en fait, l'absence d'amis pour le Congo, les tarissements en amitié, les tarissements en relations diplomatiques, reflètent aussi les tarissements sur le plan de la pensée politique profonde, reflètent aussi la dénormativisation du pays sur le plan de son leadership. J'ai dit que la problématique politique du Congo est fondamentale. Et tant qu'on n'a pas saisi toutes les dimensions, tant qu'on n'a pas des élites qui sont sensibles à la dimension spirituelle de la crise politique congolaise, à la dimension intellectuelle, à la dimension scientifique, à la dimension technologique, économique, etc., on n'ira nulle part, on tournera en rond. Quel êtes-vous à cette classe mobutiste, avec cette classe politique mobutiste qui est aujourd'hui autour du président? Non, il n'y a pas une classe politique seulement mobutiste. Autour des Kabila, il y a plusieurs. Il y a des mobutistes, il y a d'anciens opérateurs politiques de l'UDPS, il y a des lumumbistes, il y a des néo-kabilistes, etc., etc. Mais la pathologie générale, c'est celle de l'autocratie, c'est celle du patrimonialisme. Maintenant, qu'est-ce que je peux leur dire? Pour moi, je n'ai rien à leur dire. Pour moi, il faut qu'en 2007, il faut qu'à partir de maintenant, ceux-là qui sentent qu'ils ont véritablement souscrit de manière inébranlable au paradigme de la renaissance intégrale du Congo, à la reconstruction réinventrice du Congo, et à la nécessité indispensable de matérialiser la vision de Lumumba du Congo étoile brillante au cœur de l'Afrique, ceux qui sentent en eux cette poussée-là doivent commencer à se préparer aujourd'hui, à se mobiliser, à créer une synergie avec les acteurs politiques à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, pour qu'en 2016, ce moment, ce temps de la rupture, de la disjonction, de la renaissance intégrale du Congo puisse arriver. Et c'est possible. Et c'est possible, c'est faisable. Le Congo n'est pas condamné. Si à 6 mois des élections, oui, on déverrouille cet article 220 de la Constitution qui dit que le mandat du président est plus ou moins 5 ans, une fois renouvelable. On déverrouille cet article. Qu'est-ce que ça va vous dire? Non, les Congolais sont matures, ne vous en faites pas. Les Congolais sont matures. Je pense que s'ils procèdent à cette... Si par une poussée ou par une poussée de... J'allais dire, permettez-moi l'expression, de démence, on va jusqu'à poser cet acte-là, il y a plusieurs dynamiques, tant internes qu'externes, qui vont se mettre en branle pour barrer la route à la réalisation. Mais quels sont les mécanismes? Non, mais je ne peux pas dire ces mécanismes ici. On est en politique, je parle de ces mécanismes. Il y a des mécanismes qui se mettent en place, il y a des dynamiques qui sont en train d'émerger, mais moi j'insiste sur la nécessité indispensable pour les forces progressistes et républicaines de créer une synergie, de créer l'unité. Comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait l'amour du Congo nécessite. On ne peut pas aimer le Congo si on n'est pas capable d'aimer son prochain. Que l'opposition se soude avec la société civile, avec les forces qui sont à l'extérieur, les combattants. Moi, je ne suis pas combattant, comme je vous ai expliqué, je ne suis pas combattant, mais je suis combattiste ou combattologue. Ça veut dire que je suis au niveau de la pensée, au niveau de l'idéologie, parce qu'il faut donner un contenu à la dynamique de masse qui est exprimée par les combattants. Pour que nos amis combattants ne puissent pas mal appréhender cette conception, parfois ils peuvent dire que... Pourquoi ils ne disent pas qu'il est combattant? Non, je ne suis pas combattant parce que le combattant c'est un mouvement de masse. Vous comprenez? C'est une dynamique de masse. Mais il doit y avoir à un autre niveau d'autres acteurs politiques qui ne sont pas
Écoutez, il n'y a pas dichotomie. Ça veut dire si vous n'êtes pas combattant, vous êtes nécessairement collabo. Non. On peut être dans la dynamique des combattants, mais à un autre niveau. Moi, je suis plutôt combattiste ou combattologue. Ça veut dire que ma contribution, c'est de tenter d'éclairer un certain nombre de choses qui peuvent aider les combattants à mieux opérer, à mieux fonctionner. Et pour moi, dans ces cas-ci, il faut que les combattants et les leaders de combattants arrivent à mieux systématiser l'action, à mieux créer une synergie à la fois internationale, mais à créer aussi un pont interne. Et donc, les combattants et les combattistes que je suis, les combattologues, la combattologie systématisée, et donc, toutes ces forces doivent, à partir de maintenant, commencer à se réaliser. Parce que l'objectif ultime, c'est d'enclencher la renaissance intégrale du Congo. Nous ne pouvons pas continuer comme ça à être une nation finalement kafkaïenne dont tout le monde se moque. Il y a un Sud-Africain ici, Greg Mill, qui a sorti un article qui nous a frustrés, nous tous, qui nous a humiliés, dans lequel il affirme que le Congo does not exist. Congo is a fiction. Évidemment, notre frère d'Isolélé aux États-Unis, qui est un excellent intellectuel, a rétorqué pour dire que c'est un intellectualisme paresseux que de dire que le Congo est une fiction. Le Congo est réel. Le Congo est réel, le Congo c'est une nation tangible qui existe, parce que c'est un clan congolais, la terre est là. C'est vrai que l'autorité est limitée, il y a des poches, parce que comme vous savez, il y a plus ou moins 36 groupes Maïmaï qui ont pris plus ou moins 6 provinces en otage. Et c'est vrai que l'autorité de l'État est limitée, c'est vrai que l'administration est dysfonctionnelle, c'est vrai que l'armée est nébuleuse, brumeuse, etc., incapable d'exercer le monopole de la violence légitime, comme dirait Weber. Mais le Congo est une réalité. Mais maintenant, mon idée force, c'est de dire que c'est maintenant, il ne faut pas attendre 2016, c'est maintenant que l'opposition républicaine, la société civile, les combattants, la diaspora de manière générale, parce que tout le monde ne va pas se mettre dans la rue pour, n'est-ce pas, agir. Il y a des gens qui réfléchissent, il y a des gens qui ont des moyens, il y a des gens qui ont des relations avec les machines sécuritaires internationales, etc. Il faut qu'il y ait une synergie pour qu'en 2016, qu'il n'y ait pas de distraction, qu'en 2016, qu'il y ait un bloc soudé, robuste, uni, déterminé à ce que le rêve de la vision d'Émeric Patrice Lumumba du Congo comme étoile brillante au cœur de l'Afrique puisse se réaliser. Vous savez, même ici en Afrique du Sud, j'étais en Sun City, lorsque les MLC et les gouvernements de Kabila ont quitté Sun City pour aller tenter leur stratagème de faire un gouvernement, Mbeki a posé la question suivante. Vous les Congolais, votre manière d'agir ne reflète pas le nationalisme de Lumumba. Il a dit ceci, Mbeki, you Congolese, where is Lumumba's legacy? Vous savez, les gens de l'ANC, ce sont des admirateurs de Lumumba. Ils disent, mais où est l'héritage de Patrice Lumumba? En vous, on ne le voit pas. L'amour du Congo, on ne le voit pas. Et donc, j'insiste sur le fait que c'est maintenant que les gens doivent travailler, ne doivent pas être distraits. Chaque régime a sa fin. Je pense que l'une des pathologies majeures, l'une des tares, et je dirais l'une des inepties regrettables de ce régime, c'est l'amnésie politique. Les gens croient qu'ils sont arrivés, qu'eux ils sont le nombril de l'univers, qu'eux ils sont des intouchables, qu'eux ils sont les maîtres des temps et des circonstances. Et non, seul Dieu est maître des temps et des circonstances. Mobutu était plus puissant, 10 fois plus puissant, il est parti, il a laissé le Congo. Les Mobutistes qui étaient les plus puissants, intouchables, ils ne sont plus là aujourd'hui. Et donc les gens, le malheur du Congo, c'est également nous avons des politiciens qui sont amnésiaques. Nous avons eu de Sakon Bidongo qui a déclaré à la télévision nationale que Mobutu est sorti de la cuisse de Jupiter. Il a divinisé Mobutu. On voit Mobutu descendre, il n'est plus aujourd'hui. Et donc, les gens doivent savoir qu'ils sont des hommes, des êtres humains. Et tous les mal qu'ils font ici sur Terre, ils vont payer. Et que chaque régime a sa fin. Les gens sont dans une sorte de pathologie hallucinatoire où ils pensent que les temps s'est arrêté avec eux. Que non. Okay, mais si cette coalition, telle que vous avez dit, IDPS, Lumumbistes, néo-kabilistes qui sont autour de Kabila, particulièrement la classe politique mobutiste, dissuader le président Mobutu pendant ces 32 ans de ne pas faire le bien. Croyez-vous qu'avec le président Kabila, avec cette classe politique, peut persuader M. Kabila de faire le bien? Non, mais je ne vois pas, parce que le mal est profond, est en eux. C'est pourquoi je parlais de rupture. Il n'y a pas eu disjonction, et donc c'est pourquoi je parlais des pseudo-élites mimétiques qui sont autour de Joseph Kabila, mais lui aussi souffrant de certaines limitations de ses horizons mentaux. Évidemment, il ne peut pas se libérer de ces cartons, de ces gens. Kabila a sa responsabilité en tant que chef de l'État.
Quand je dis la limitation des horizons mentaux, ce n'est pas une sorte d'invective, c'est une description, c'est une conceptualisation. C'est-à-dire qu'il est porteur de certaines cosmogonie. Le fait qu'il a grandi en Tanzanie pendant longtemps, il a fait les études qu'il a faites, semble-t-il, sa trajectoire, ça lui attribue un certain horizon. Moi aussi, le fait que je suis né à Lolabou, que j'ai étudié à Kitambo, à Bandal, à Bokolo, j'ai fait l'Institut de commerce, j'ai fait l'Université de Mumbashi, je suis doctorant, ça me donne un horizon. Barack Obama a des horizons mentaux, donc ce n'est pas une sorte d'invective. Donc, je dis qu'il porte une responsabilité en tant que chef de l'État, et je pense que les limites de ces horizons mentaux font qu'il n'est pas en mesure de se libérer de l'emprise de ces pseudo-élites mimétiques prédatrices, et dont beaucoup d'ailleurs sont imbibés de moboutisme. Et je pense que le moboutisme dont je parlais d'ailleurs, comme j'ai dit, qui portait quand même quelques vertus quelque part, de prestige national, d'élévation, etc. etc. Et aujourd'hui, même ce brin, même ce bribe de nationalisme pour le prestige du Zaïre, tout ça s'est érodé. Nous sommes nulle part, en dehors de quelques routes que nous devons montrer, en dehors de la croissance économique, qui nous met dans la Ligue du Tchad, qui nous met dans la Ligue du Cameroun, et lesquels Cameroun dans les années 70 regardaient la télévision zaïroise, parce que je dois vous dire ici que nous avons eu la télévision sous Mobutu, même avant l'Afrique du Sud. Nous sommes les premiers pays à avoir eu le seul fond. Donc le régime Mobutu avait quand même quelques... Mobutu c'était quelqu'un qui avait quand même quelque part des ambitions de grandeur. Ici, même les ambitions de grandeur, là, on ne le voit pas. C'est la petitesse, quoi. C'est ce que moi je parle, c'est ce que moi j'appelle les limites, les graves limites cosmogoniques, les graves limites du périmètre des horizons mentaux. Touchons maintenant ce que vous avez écrit dans la page 19 sur les impôts politiques exigés au gouverneur tels que vous l'avez affecté. Non, mais si vous demandez, mais c'est pas moi, c'est le secrétaire général Évariste Bochab lui-même qui m'a dit, qu'il me contredit si je n'ai pas dit la vérité. C'est lui-même qui m'a dit que Mbouta maintenant il comprend comment les députés provinciaux fonctionnent, il ouvre sa porte, même sa cuisine, il mange avec eux. C'est une bonne stratégie, il mange avec eux, et les impôts politiques sont payés. Il n'y a aucun gouverneur qui peut pas dire le contraire. Il n'y a aucun gouverneur qui peut. Mais lisez les tableaux là-bas, j'ai fait un tableau. Julien Paloukou, là il fait combien? Il a fait l'objet de combien d'émotions? Plus de 3, sans parler tentative. Et comment il se maintient? Par gestion des députés provinciaux. Chisambo, il y a eu des tentatives de motion qui ont été bloquées. Comment il se maintient? Par gestion des députés provinciaux. J'ai dit gestion. Mon frère Moïse Katumbi, en dehors du fait qu'il a quelques œuvres éclatantes, il faut les reconnaître. Mais vous-même, vous savez, vous lisez les journaux, l'épée de Damoclès est sur sa tête. On prétend même, il y a même des analystes qui disent qu'il y a des gens X et Y de la famille présidentielle qu'on veut mettre là-bas. C'est des thèses que je remets en question, parce qu'en réalité, il s'agit simplement de pressions à caractère prébendier. Et donc, il gère les députés, il faut gérer les députés. Qui d'autre? Que ce soit à la province orientale, au Tchari, il y a eu combien d'émotions? Mais regardez là-bas. Il fallait le bloquer en gérant le député. Est-ce qu'il n'y a aucun gouverneur aujourd'hui? Il y a un gouverneur qui dit il y a des émoluments parallèles qu'on paye aux députés provinciaux chaque mois. En quoi voulez-vous autrement persuader la population sur l'autocratisation des gouvernements provinciaux par ces régimes? Non, mais ce que je montre, les gouverneurs sont utilisés, 1, pour des fins entières du régime, 2, pour la pérennisation du pouvoir autocratique. Et on le voit à travers le financement de la campagne électorale du chef de l'État par ces gouverneurs. Et d'ailleurs, dans le livre, je fais allusion à Colette Bachmann, qui a parlé de l'instrumentalisation de gouverneurs sous Mobutu, et c'est ce qui s'est reproduit aujourd'hui. En tout cas, pour moi, ces livres, pour moi, ce n'est pas des révélations. Pour moi, bon, c'est des bonnes guerres, hein. Écoutez, tout à fait normal, c'est légitime si je m'attaque au vitriol pour dire non, c'est parce qu'on m'a défenestré, etc. Mais moi, c'est dans ma tradition. Vous voyez là-bas, il y a 5 ouvrages. C'est dans ma tradition. Je suis, en tout cas, je peux me tromper, dans ma génération, ça veut dire les Caméré, les Oubérois, les Jean-Pierre Bemba, etc., les Joseph Kabila, etc., les Bochab les plus vieux. Dans ma génération, les gens de mon âge, il n'y a personne de mon âge qui a écrit autant que moi et qui a produit autant de réflexions de haut niveau intellectuel dans les journaux politiques à Kinshasa. Et dans ma génération, ça veut dire les Kamitatu, etc., les Thomas Louaka, etc., etc. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je dis, je suis d'abord penseur et je suis enfant politique. Et donc pour moi, c'est une réflexion politique, c'est une
analyse politique que j'offre à la communauté congolaise, mais aussi à la communauté internationale, pour que les gens comprennent quelle est la pathologie qui bloque la fécondité de la décentralisation. Et j'ai donné également les réformes dans la page 8. Voilà. Nous allons d'abord lire ce paragraphe, et puis nous partons directement poser la question à notre invité, M. Kaba Soubabou. La trajectoire d'un politique self-made est dogmatique. Self-made parce que je ne suis pas devenu politicien par le fait d'un parent, ni par l'initiative d'un parrain, et encore moins par opportunisme. Par la grâce de Dieu, je me suis taillé un chemin dogmatique parce que c'est la science qui m'a fait découvrir la pensée politique développementaliste. Alors, qui défiez-vous par là, M. Kabasso? C'est comme si vous transmettez un message à quelqu'un. Non, mais écoutez, j'ai toujours fait allusion, d'ailleurs, le professeur Mouloumbati, je crois, en sociologie politique, en deuxième année de Radio Alunulou, il parle de catégories, de types de politiciens, et la typologie des bufflons. Il parle de politiciens opportunistes, de politiciens passionnés. Les opportunistes, c'est des gens qui deviennent politiciens, je ne veux pas dire par hasard, mais par incidence historique. Ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui ont été catapultés par leur propre vision, par une réflexion profonde sur la société, par une idéologie, des gens qui ont embrassé une idéologie, un dogme, mais c'est par leurs parents, ou par son père, ou par son oncle, donc, etc. Par là, vous attaquez directement le président Kabila. Non, qu'il a été initié par M. Kabila. Je suis heureux que ma petite articulation conceptuelle vous ait permis de repérer un politicien qui peut être catégorisé comme étant dans la catégorie des opportunistes, dans la typologie des bufflans. Ce n'est pas moi qui dis, c'est bufflan, et c'est dans un cours de Moulumba Tingache. Et il y a les politiciens qu'on appelle les passionnés. Les passionnés, c'est les gens qui, par la lecture, ou par la science, ou par un séminaire, ou par une conférence, ont découvert une vérité politique, ils se sont accrochés à cette vérité politique, et ils la poursuivent, et ils militent, et ils ont une cause politique. Et moi, je considère que par la grâce de Dieu, je suis dans cette catégorie des passionnés, parce que écoutez, mon premier diplôme, c'est un diplôme en sciences commerciales et financières de l'Institut supérieur de commerce, je l'ai dit dans les livres, je n'avais jamais été en politique, je ne connaissais pas la politique. Je l'ai dit dans le livre, le seul contact que j'ai eu avec la politique quand j'étais jeune, c'est lorsque ma mère, qui vendait au marché de Moulard, elle vendait les poissons salés, et la chikwang, parce que moi j'ai vendu les pains, la chikwang, etc., la tomate, les oignons, que j'allais acheter au marché, au pont Kassavoubou, comme on l'appelait, le pont Gabi. Et donc, c'est lorsque ma mère me disait d'aller assister au meeting pour lui ramener le jeton, parce que si vous n'allez pas assister au meeting, pour avoir les jetons que vous allez présenter le lendemain au marché, vous n'allez pas étaler vos articles. C'est le seul contact que j'ai eu à la politique. Mais la politique, moi, je l'ai découverte par la science politique. Lorsque je suis allé, après mes études à l'Institut supérieur de commerce, je suis allé à l'UNILU, j'ai étudié la science politique. C'est alors, les autres gens ont étudié la science politique pour avoir un diplôme. Mais moi, le Seigneur m'a fait grâce de découvrir ou de redécouvrir ou d'entrer en profondeur, d'être ancré, de m'accrocher aux doctrines. C'est pourquoi je considère que je suis doctrinaire. Et si vous demandez à Roubewa, si vous demandez à Lola Kisanga, si vous demandez à Moïse Nyarugabo, si vous demandez à n'importe qui, à Kinke Moulumba, à Feu Katumba Mwanke, si vous demandez à tous, ils vont vous dire que je suis dogmatique. Je suis dogmatique. Vous faites toutes, en fait, enfin, vous citez toutes ces références pour, n'est-ce pas, nous persuadé que le parcours scolaire, académique et biographique du président Kabila était complète. Non, c'est pas moi, j'ai pas dit ça. Mais j'ai béni Dieu si vous avez puisé dans mes explications pour repérer, pour identifier un acteur politique que vous venez de citer comme étant manquant de la traçabilité dans la société, manquant de repères, manquant de trajectoire. Donc, je ne parle pas de mon profil académique, c'est pas ça. Je ne vais pas venir faire mon marketing ici. Je parle du fait que vous avez je suis sorti. Une biographie par là même de la loi et autres. C'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est d'avoir émergé dans une société, de comprendre cette société, de comprendre les pleurs de cette société, de comprendre. D'avoir de la lucidité, des discernements par rapport aux angoisses de cette société, de savoir quels sont les rêves de cette société. Donc c'est pourquoi je vous dis que je suis une Dalois. Je vous ai dit là-bas que j'ai été musicien de Viva la Musica. Papa Wemba me connaît très bien comme son ancien chanteur de variété. Quand Emene est parti avec Safro, moi je faisais le variété avec Bongo Wende, Feu Gauthier, Mukoka, etc. Et j'ai chanté dans Show Machine à 17 ans avec Sakoul.
Et donc, je suis dans plusieurs petits groupes de bandal, des Rio des Zic, etc. J'ai de la traçabilité dans la société. Ça veut dire que je porte la société à moi. Sont de référence. Je ne suis pas, c'est pas pour faire mon marketing, mais c'est pour dire qu'un acteur, c'est pourquoi aux États-Unis, pour être président de la République, il faut être américain de sang et il faut avoir vécu de manière ininterrompue sur le sol américain pendant 15 ans. Parce qu'on considère que là, vous connaissez la société, vous connaissez ses rêves, les gens vous connaissent, vous avez la traçabilité. Vous ne pouvez pas changer une société dans laquelle vous n'avez pas de traçabilité. Ça veut dire que vous n'avez mis si ça dans tu n'as pas de... Tu n'es pas ancré. Ça veut dire qu'il n'y a pas un contact entre l'âme de la société et ton âme pour que tu communiques avec cette société, pour que tu repères la société, allez, la rendez-nini, le branding, aligner exactement quoi. Tu vois? Donc, ce n'est pas pour faire le marketing, mais comme je vous ai dit, moi je suis doctorant, mais ce n'est pas pour faire le marketing, pour dire qu'il y a des choses que je comprends. J'essaie d'amener le peu de sciences politiques que je connais pour essayer de comprendre notre société, comment elle fonctionne. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est pas. Mais je suis content du fait que vous, les LIFASIC, je pense que vous faites aussi une introduction à la science politique, mais vous avez pu puiser dans mes explications pour repérer certains politiciens qui non, sont... mais parce qu'en vous lisant, nous voyons directement la personne. Non, j'ai pas visé. La personne majeure que vous visez ici. Non, je n'ai pas visé. Je n'ai pas visé quelqu'un. Quand vous traitez ce gouvernement, un gouvernement despotique ou... Non, je n'ai pas dit qu'il est despotique, j'ai dit qu'il est patrimonialiste. J'ai dit que le régime kabiliste est patrimonialiste. J'ai dit que la gestion de Joseph Kabila, c'est une autocratie. Et ce n'est pas moi seulement qui l'ai dit. Nzongola Tala l'a dit, les Marsons l'ont dit. La personne repérée, c'est le président Kabila. Vous parlez du président Kabila ici, c'est clair. Non, mais il n'y a aucun livre, aucune analyse, que ce soit dans Journal of Democracy, que ce soit dans n'importe quelle revue scientifique, il n'y a aucun journal qui dit qu'il est démocrate. Tout le monde dit qu'il est son pouvoir est autocratique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vous ai cité les auteurs ici. Regardez dans le livre là, il y a autant d'auteurs. Est-ce que vous connaissez un seul auteur qui... Mais si quelqu'un s'élève et écrit un livre pour vous prouver le contraire que le président Kabila... Qui? Pour que le président Kabila n'est pas un anticonstitutionnaliste. Non, mais je viens de vous demander, anticonstitutionnaliste, ça va encore. La constitution n'est qu'un instrument légal d'un pays. Il est anti-républicain. C'est même plus élevé. Mais si quelqu'un s'élève et écrit contrairement à votre... Non, mais je voudrais voir ce quelqu'un-là. Le professeur Évariste Beauchamp a écrit un livre à finalité conservatrice de cette autocratie. Le professeur Mbata a contredit. Et donc, mais je voudrais voir quelqu'un qui peut écrire un livre pour dire que ces livres que vous voyez ici, les gens l'ont mal compris. Joseph Kabila et la réinvention, la reconstruction réinventrice du Congo. Défi et prospective. Je remets en question la reconstruction autocratique et prédatrice qui est amorcée là-bas. Parce que vous savez, les fins subjectives peuvent être cachées derrière les fins objectives. Comme on dit, la fin justifie le moyen. On peut pour des finalités de prédation dire je veux faire une route, mais en réalité une route qui coûte $1 million, on dit qu'elle coûte $8 millions. Il y a des gens au Congo là-bas qui en fait, c'est pourquoi on dit aussi que ce régime est en quelque sorte aussi un régime d'accumulation primitive, parce que les gens accumulent les richesses en réalité en déviant, par égoïsme, par le fait qu'ils accumulent ces richesses à des fins simplement égoïstes et même égotistes, par simplement fantasme, les gens qui veulent se construire des maisons parce qu'ils pensent qu'ils veulent vivre comme à Monaco, etc. Quand vous étiez à la tête de l'exécutif, vous avez aussi extorqué. Je vous dis, avec la haine viscérale, avec les mauvais cœurs des députés provinciaux de ces régimes, si j'avais volé un seul sou, je serais maintenant en train de moisir ma cale. Dieu m'a fait grâce, je peux défier quiconque de démontrer que j'ai volé un seul sou. Parce que si j'avais volé un seul sou, je suis sûr qu'il m'aurait mis la corde au cou, je serais en train de moisir ma cale. Le ministre des Finances a envoyé un inspecteur des Finances, il n'a pas vu un seul détournement. Et d'ailleurs, dans les documents de la motion, ils n'ont pas parlé d'un seul détournement, pas un seul. Le ministre des Finances a envoyé, le procureur général de la République a envoyé des gens là-bas, ils n'ont pas vu un seul détournement. Tout le monde sait au Congo, tout le monde qui a plus ou moins son cou et sa tête sur les épaules, tout le monde sait que c'était une déstabilisation. J'ai été éjecté parce que je ne me confonds pas aux logiques autocratiques, aux logiques patrimonialistes. Monsieur Kabasou Babou ne craint pas la prison au Congo? Aucunement. Je suis resté là-bas comme en résidence surveillée pendant 6 mois. Et d'ailleurs, ils sont allés jusqu'au point
ou, comme on dit, ils vont m'accuser des rages pour dire que, d'abord, j'ai fait partir, c'est moi qui ai motivé le colonel John Tshibangou à aller en mutinerie. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas, ils ont dit que je voulais me faire président du M23. Voilà, ils ont dit que je suis allé chez les Rwandais pour demander d'être président du M23, mais les Rwandais ont dit non, ce type-là, il est trop malin, il risque de nous rouler, alors ils ont refusé. Mais, vous voyez, donc, et permettez-moi les termes, mais c'est vraiment très, c'est des platitudes, quoi, comme on dit. Et donc, voilà, les régimes, c'est les mauvais cœurs. On ne va même pas parler de la compétence, c'est le mauvais cœur des gens. Tant que les Congolais n'apprendront pas à aimer les autres Congolais, à les respecter en tant que des êtres humains, on va tourner en rond. Mais la mutinerie de colonel John Tshibangou était unilatérale, qui était seulement dans la province du Kasaï occidental. Mais parce que justement, il n'y a pas une autre province dans laquelle on a transféré un régiment du CNDP. C'est seulement au Kasaï occidental où on a transféré un régiment, plus ou moins 1200 hommes, de Rutshuru, de Goma, à Kananga, au centre du pays. Et vous savez qu'au Kasaï occidental, on a à peu près 10 000 policiers qui ont peut-être 1000 armes, et dont 50%, si vous tirez une balle, la balle sort par derrière. Et donc, et même à l'académie militaire où on les a logés, c'est pour cela que John Tshibangou a protesté contre la présence de ces éléments qui étaient étrangers à l'armée nationale, dont l'académie militaire. Et les gens qui étaient mieux armés, mieux véhiculés et mieux soutenus financièrement, parce qu'ils se pavanaient dans la ville de Kananga, ils entraient dans tous les restaurants et ils se mettaient là-bas, ils mettaient le garde du corps à la porte, personne d'autre n'entrait. C'est lorsque j'ai voulu, j'ai protesté en disant que c'est irrationnel, c'est illogique, c'est immoral. On ne peut pas amener les troupes armées jusqu'aux dents qui viennent de sortir de la guerre, de Rutshuru, de Goma, au centre du pays, à partir duquel en 3 jours ils peuvent prendre Kinshasa. Et des gens, là, en parenthèse, à Kananga, on fait des analyses disant que ces gens-là, on les a amenés là-bas pour les activer, afin de créer une petite déstabilisation au niveau Kasaï occidental, ce qui allait permettre au gouvernement de décréter un état d'urgence, de réduire les libertés, de suspendre la constitution et de dire qu'il n'y a pas élection. Vous comprenez? Donc ces gens-là peuvent être instrumentalisés à tout moment. Et donc, on a considéré que c'est moi qui ai fait ces analyses, et l'ANER a fait ses rapports, et on dit que c'est à cause de mes analyses, et c'est moi qui ai poussé John Tshibangou à la mutinerie, alors que John Tshibangou a protesté contre ce transfert illégal, et il n'était pas au courant, il est chez lui, il voit des troupes armées jusqu'aux dents entrer à l'académie militaire. Pensez-vous que le gouvernement peut seulement raisonner juste par illusion, dire que cette conspiration, en fait, que vous ne faites pas part à cette conspiration? Pensez-vous que mais Kamere, lui aussi, on va dire quoi? Kamere, il a dit la même chose, non? Il a dit qu'on ne peut pas faire venir les troupes étrangères, permettre à ce que les troupes étrangères arrivent au Congo sans que l'Assemblée nationale soit au courant. Et moi, je suis gouverneur, je suis à Kinshasa, on amène les troupes du CNDP un contingent du CNDP dans lesquels, semble-t-il, il y avait des éléments étrangers, on l'amène à Kananga sans que moi, le gouverneur, ne soit au courant, sans que l'Assemblée nationale soit au courant. C'est un acte de trahison. Je vous dis, c'est à cause de ça que John Tshibangou, entre autres, est parti, parce qu'il a protesté. Il a vu venir dans son camp, dans l'académie militaire, des troupes étrangères, à mon sens, parce que l'intégration de ces troupes du CNDP dans l'armée congolaise n'était pas formalisée en ce moment-là. Et donc, on m'a collé justement cette mutinerie par simplement intention nuisible afin de me noyer. Voilà. Et donc il y a eu sédimentation de plusieurs causes. Parfois, cela a fait que vous soyez destitué. Non, j'ai pas été. Non, il faut parler techniquement et proprement, utiliser les bons concepts. Je n'ai pas été destitué. Il s'agit d'une motion de censure contre un gouvernement provincial. Et les gens là étaient tellement méchants que s'ils voulaient vraiment, si c'était de faute personnelle, ils auraient fait une motion de défiance. Ils ont fait une motion de censure et c'était une motion de censure qui n'est pas basée sur un audit ou une investigation impartiale, factuelle, événementielle et basée sur une séquence d'événements. Le PPRD ne m'a jamais convoqué pour dire « Monsieur le gouverneur, vous gérez mal ». La majorité, je défie Aubin Minakou de dire un seul instant, il m'a appelé en tant que chef de la majorité pour dire « Monsieur, vous faites la honte de la majorité, vous ne gérez pas bien ». Le chef de l'État ne m'a jamais convoqué pour dire « Monsieur le gouverneur, vous gérez mal, j'ai tel rapport ». Jamais, aucune fois. Il ne peut pas vous appeler, c'est pas parfois par la mégestion. Non, les autres non, monsieur, non. Je vous informe, vous êtes en Afrique du Sud.
vous êtes en Afrique du Sud. L'ANC, c'est le parti d'avant-garde de ce qu'on appelle la révolution démocratique dans ce pays-là. Le parti d'avant-garde pour la transformation de ces pays. Quand un gouverneur, ils font le monitoring de tous les gouverneurs. Ils font le monitoring de tous les députés. Ils font le monitoring de tous les maires dans leur gouvernance. Un maire qui ne gère pas bien l'ANC au niveau de cette ville-là va le convoquer pour dire vous faites la honte de l'ANC. Récemment, vous avez appris, on a demandé au gouverneur de Limpopo, je crois, de démissionner. Le secrétaire général de l'ANC est allé l'attendre à l'aéroport pour dire monsieur, vous faites la honte de l'ANC, vous devez démissionner. L'ANC fait le monitoring constant de la gestion de toutes les entités par ses militants. Dans un parti, moi je vous dis, je suis expert international en gouvernance des partis politiques. Le parti politique qui gère le pouvoir doit développer une capacité d'anticipation. C'est lui qui doit avoir les dispositifs et les mécanismes pour faire le monitoring de son président de la République. Mbeki, quand l'ANC n'était pas content de Mbeki, l'ANC l'a retiré. Le gouverneur, j'ai parlé de gouverneur à l'époque de Mpumalanga, j'ai parlé de gouverneur de la province du Cape, maintenant actuellement de Limpopo. Donc le parti politique anticipe. Mais en ce qui me concerne, depuis même que la motion a eu lieu, il n'y a jamais eu une audition. Mais ça, c'est quel parti? Un parti. Si les députés provinciaux de la majorité présidentielle initient une motion contre leur camarade qui est gouverneur, mais les instances du parti doivent être saisies. Même dans un parti en Centrafrique, ça ne fonctionne pas comme ça. Les instances du parti doivent être saisies pour dire vous avez fait la motion en vertu de quoi? Composante du PPRD, parti de la majorité, selon vous, qui est à la tête de la destruction de ce parti? Les caciques qui sont là, Bouchab et les autres caciques qui sont là-bas, parce qu'on ne voit pas, même aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu parler comme ici en Afrique du Sud, on voit le NEC, National Executive Committee. Aujourd'hui, vous savez que le NUMSA, l'un des syndicats qui soutient l'ANC, a refusé, a dit les élections cette année, en avril, NUMSA ne va plus soutenir l'ANC. Nous avons appris, et NUMSA dit que c'est parce que l'ANC opère une déviation idéologique, applique des politiques néolibérales, alors que dans la révolution démocratique, il faut des politiques de gauche. Donc il y a disjonction, rupture, déviance idéologique. Cette base-là, le National Executive Committee de l'ANC, vous êtes journaliste, vous êtes en Afrique du Sud, vous savez qu'il y a une session de réflexion. Est-ce que vous avez entendu une seule fois, la majorité a fait une session d'évaluation de la gouvernance de l'État par la majorité? Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu les PPRD a organisé une seule fois une convention ou une conférence du PPRD pour évaluer et réorienter idéologiquement, programmatiquement en termes de projet, la gestion de l'État par le PPRD? Vous avez entendu ça, vous? Mais vous étiez là, pourquoi vous n'avez pas proposé? Mais je vous ai dit que lorsque j'ai tenté d'organiser un séminaire, j'ai dit, écrit dans les livres, j'ai dit que le PPRD a une opérationnalité folklorique et primaire. C'est aussi l'une des causes de mon éjection. Donc je suis la preuve vivante de l'éjection de tout élément, tout acteur politique qui ne se plie pas aux logiques patrimonialistes et rentières de ce régime. Voilà. Bon, on va dire, monsieur le journaliste, on va dire, ah non, mais écoutez, c'est parce qu'on l'a, comme vous avez dit, mais je considère que si on m'attaque au vitriol, on dit que c'est parce que j'ai été défenestré, je dis que c'est de bonne guerre, je dis que c'est légitime, c'est une bonne réaction, on peut me critiquer, et moi je dis, je défie quiconque a un débat contradictoire, c'est pas par arrogance, mais je suis sûr de ce que je dis, et je suis sûr du référent conceptuel, du cadre théorique que j'ai utilisé pour cerner, pour capter, en fait, expliciter la pathologie politique de ce régime, et j'ai donné également, dans le chapitre 8, qui est d'ailleurs, je pense, le plus colossal, toutes les réformes qu'il faut. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre. Nous reviendrons avec M. Kabassou Babou avec une nouvelle série de cette émission. Je ne sais pas si vous avez un mot. Non, j'ai dit que, bon, les livres est arrivé, c'est comme j'ai expliqué pour les gens qui ont eu les livres, il a été disséminé dans un circuit assez limité parce qu'il s'agit d'une pré-publication. Chez les anglo-saxons, c'est comme ça qu'on opère, il s'agit d'abord d'une pré-publication. La publication ultime aura lieu au mois de février avec un lancement officiel, peut-être aux États-Unis ou aussi en Afrique du Sud. Et donc, les critiques sont les bienvenus, ils peuvent vous contacter pour envoyer les critiques. Et j'insiste encore, c'est une pré-publication, ce n'est pas une œuvre finale. La publication ultime aura lieu au mois de février. Mais déjà, je sais qu'on m'appelle, des appels anonymes pour me menacer, ça ne me fait pas peur, parce que je suis je veux dire, je suis combattant de longue date, combattant dans l'essence d'une lutte à la fois spirituelle,
à la fois intellectuelle, idéologique, philosophique, mais également professionnelle de longtemps. De places en RDC qu'on peut retrouver et acheter non, comme je l'ai dit, c'est une prépublication. Quand ça sera quand ça sera sorti les librairies, de manière générale, les grandes librairies à Kinshasa, sur l'avenue de l'École, au Grand Hôtel, chez Pelou, il y a beaucoup d'endroits où généralement on a distribué les autres ouvrages. Celui-là, en anglais, jusque-là, je n'ai pas encore amené beaucoup de copies au Congo. Ça se trouve encore au niveau d'Amazon, donc celui qui veut l'avoir, il n'a qu'à aller sur Amazon. C'est comme ça, c'est la technologie aujourd'hui, c'est comme ça fonctionne. Vous allez sur Amazon, vous avez une carte de crédit, vous pouvez l'acheter. Et j'insiste sur le fait que c'est un livre qui est préfacé par James Robinson d'Harvard. Donc, les autres, celui-là, sur la reconstruction de l'Atlantique du Congo, c'est Harmattan. Mon roman, Kinshasa, la dernière explosion n'aura pas lieu, c'est Harmattan. Et donc ça, on va trouver dans les librairies qui, de manière générale, mettent à la disposition du public des livres de cette nature. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu. Je crois que nous allons nous revoir avec M. Kabassou Babo à la prochaine. Merci à toute l'équipe technique d'avoir été avec moi. Là, je vois Papa Jean-Marie qui était derrière la caméra et Niwa toujours dans la technique. Je vous dis merci, au revoir.